Bien, vous savez tous que nous avions, il y a quelque temps déjà, mené une enquête avec BVA et Ifremer pour essayer de connaître le panel des pêcheurs en France. Alors, les résultats de cette enquête donnent actuellement 1,5 pêcheurs en moyenne par famille, plus de 2,5 millions de pêcheurs en métropole et environ 135 000 pêcheurs dans les dom-toms. Ce sont des chiffres qui se sont confirmés depuis 3 ou 4 ans et nous n'avons pas eu de modification dans ce sens. Ensuite, nous avons souhaité connaître le nombre de sorties effectuées par les pratiquants. En règle générale, entre 6 et 10 sorties en moyenne par an, dont plus de la moitié, vous en doutez bien, sur juin, juillet et août, ceci en métropole, et de 10 à 15 sorties en moyenne par an dans les dom-toms. C'est assez significatif de la sortie et des sorties qui se font régulièrement par les pêcheurs. Le suivant. Alors, ensuite, nous avons souhaité connaître les modes de pêche pratiqués, puisque différentes choses se passent. Tout d'abord, la pêche à pied en métropole, 72%. Dans les dom-toms, 52%. La pêche de bord, en métropole, 33%. Et en dom-tom, 45%. La pêche en bateau, 25%. Dans les dom-toms, 25%. La pêche sous-marine, 7% en métropole. Et 10% dans les dom-toms. Alors là, si vous avez fait un petit calcul rapide, vous verrez que ça fait plus de 100%. C'est normal puisque un pêcheur pratique une, voire deux, voire trois de ces activités. Nous avons souhaité aussi connaître les embarcations utilisées pour la pratique de la pêche de loisirs en mer. Actuellement, il y a entre 335 000 et 500 000 bateaux utilisés pour la métropole et environ 20 000 bateaux pour les dom-toms. C'est quand même très important au niveau, ne serait-ce qu'économique. Le suivant, s'il te plaît, Jean. Alors là, c'est un élément excessivement important dans cette enquête. Ce sont les prélèvements. Pour les poissons, entre 15 000 et 25 000 tonnes, sachant tout de même, en ayant approfondi un peu plus cette enquête, que nous sommes plus près des 15 000 tonnes que des 25 000. Pour les coquillages, entre 3 100 tonnes et 8 300 tonnes, la fourchette est vraiment large, c'est vrai, mais on n'a pas pu trouver le moyen la moyenne entre ces deux chiffres. Pour les crustacés, environ 1600 tonnes. Et pour les céphalopodes, environ 1000 tonnes. Donc, pour les poissons, les prélèvements se situent entre 10 000 et 15 000 tonnes pour les 5 premières espèces pêchées, à savoir le bar, le maquereau, la dorade, le sard et le lieu, et entre 5 000 et 9 000 tonnes pour les autres espèces. L'impact économique de l'activité peut se résumer ainsi. En tenant compte des dépenses réalisées autour des sorties, comprenant les frais de préparation, de déplacement, les frais de bouche et de logement, les dépenses propres liées à la pratique et les dépenses liées à l'amortissement du bateau. Sur ces bases, les dépenses globales liées à l'activité pêche de loisirs en mer sont estimées à plus de 2 milliards d'euros par an. C'est un chiffre important et dans une économie comme la nôtre, c'est excessivement important pour notre activité. En conclusion, des prélèvements sur la ressource se situant entre 1 et 3% du prélèvement global et un poids économique de plus de 2 milliards d'euros. C'est les deux conclusions importantes à faire ressortir de cette enquête. Ensuite, Jean, le suivant.
Je me permets de rajouter là que vous avez dû voir récemment paraître dans la presse des nouveaux chiffres, en particulier un chiffre de 5% qui a scandalisé tous les pêcheurs plaisanciers présents dans la salle. Ce chiffre-là se permettait de comparer le tonnage de la pêche de plaisance en y ajoutant tous les poissons relâchés, parce qu'on avait aussi interrogé sur ce qu'on appelle le no-kill. Donc ça, c'était ajouté dans le tonnage, et on comparait ça, côté pêche professionnelle, aux seuls poissons au crié, sans tenir compte des rejets, sans tenir compte des poissons hors crié. Et comme ça, on arrivait à 5%. Bon, je dirais très clairement que ce chiffre de 5% n'a pas de sens, et il consolide complètement le chiffre que vous annoncez là, de 1 à 3%. Tout à fait. D'autant plus, je rajouterais quand même, Jean, tu vas peut-être me dire que tu n'es pas tout à fait d'accord, mais je vais le dire quand même. Je pense que dans l'état actuel des choses, il est dommage et dommageable pour tout le monde que l'enquête qui a été faite dernièrement à l'initiative, semble-t-il, de la DPMA n'a reçu de notre part, enfin nous n'avons reçu aucune information, nous n'avons pas du tout été concertés sur cette enquête et bien entendu nous n'avons pas pu faire nos observations sur les résultats d'une telle enquête. C'est dommageable, je le regrette, mais je voulais le dire. Je suis complètement d'accord, Louis. Merci. Alors, l'impact économique sur la plaisance. Alors, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'enquête globale de réaliser à ce jour. Oui, je peux rajouter que là, donc si vous voulez, l'enquête BVA-Ifremer de base, qui est une très très solide enquête qui a quand même coûté relativement cher. On est à plus de 500 000 € de coût de l'enquête. Il faut quand même savoir que l'enquête commençait par « Est-ce que vous avez déjà pêché en mer ?» Si la réponse était non, l'enquête s'arrêtait. C'est un peu dommage parce qu'on aurait pu faire une enquête plus globale et intégrer ce que tu appelles, Alain, les navigateurs, navigateurs non pêcheurs, qui sont quand même accessoirement pêcheurs. Voilà. Donc voilà, c'était pour expliquer qu'on n'a pas une enquête globale et ça manque un peu. C'est dommage. Toutefois, on a fait des recoupements de données existantes. Bien sûr, à partir de là, on a fait des extrapolations, vous en doutez bien. Certaines dépenses liées à la pratique, on connaît bien quand même. Et puis les dépenses liées à l'amortissement des bateaux. Sur ces bases, on constate, et on peut à peu près affirmer, sans trop se tromper, que les dépenses globales liées à l'activité de plaisance, c'est-à-dire pêche en mer, plongée et voile, sont estimées à près de 4 milliards d'euros par an. Oui, voilà. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose, c'est que je le dis notamment aux représentants de l'État ici présents, je rajouterais que dans ces 4 milliards, l'estimation que nous avons, c'est à peu près 45% de taxes. Ça veut dire que dans ces 4 milliards, il y en a 45% qui reviennent directement dans les caisses de l'État. Voilà. Ou des collectivités, d'ailleurs. Alors, orientation et perspective. Une véritable politique de développement de l'activité. Ça devient nécessaire avec différents points. D'abord, l'optimisation et accroissement des places dans les ports et amélioration des structures en place. Deuxième point, les bandes côtières réservées prioritairement aux activités non intensives et respectueuses de l'environnement. Troisième point, une priorité pour l'économie des régions littorales. Quatrième point, implication de tous les acteurs, États, élus, industriels, des filières concernées, organismes publics et parapublics, environnementaux, fédérations représentatives des usagers. Voilà en résumé les différents points que nous avons évoqués au cours de nos débats au sein de nos réunions des 5 fédérations. Donc Jean, si tu veux en développer un peu plus. Non, je ne vais pas. Je sais que le temps nous est compté. Je crois que tous les chiffres sont là. C'est pour lancer le débat et le débat derrière. Je vais laisser le plus vite possible la parole à nos invités. Dire simplement que, petit cri d'alarme, je vais faire un petit peu comme les préfets ces derniers temps, dire qu'il y a des petits clignotants qui commencent à être à l'orange, voire passer au rouge, au niveau de la pêche de loisirs. À force de taper sur la pêche de loisirs, de considérer les pêcheurs plaisanciers comme des nantis et des vaches à lait, on commence, nous, très clairement, à voir des signes de récession manifeste, et il est temps d'y réfléchir sérieusement. Alors je voudrais rebondir un petit peu sur ce que tu disais
Jean, c'est-à-dire certains clignotants qui sont un petit peu au rouge. Ça rejoint un certain nombre de réflexions que je me faisais depuis quelques années en me disant, dans le fond, l'activité plaisance et pêche de plaisance, ces activités sont peut-être plus fragiles qu'il n'y paraît. Je constate, sans avoir pour autant des chiffres officiels, mais que l'âge des plaisanciers augmente petit à petit. Vous me direz qu'on vieillit tous, mais enfin, c'est un petit peu inquiétant quand on voit que la moyenne d'âge des plaisanciers augmente, et je pense qu'il faudrait se méfier d'initiatives qui pourraient être un petit peu décourageantes. Alors, on a beaucoup parlé de la charte. Comment est-ce que tout ça est né? C'est né du COMOP 12, Grenelle de la mer, qui lui-même suivait le Grenelle de l'environnement, dans lequel il y avait eu une recommandation, il faut encadrer la pêche de plaisance. Alors ça, c'était dans un but de protection de la ressource. Depuis, la pêche de plaisance a fait ce qu'il fallait avec la charte, on en a parlé, avec les tailles minimum, avec le marquage du poisson. Donc un énorme effort. Et on a pu évacuer, pendant le Grenelle de la mer, la fausse bonne idée qui était celle du permis. Et celle du permis, il s'agissait évidemment d'éviter ce que j'appelle le braconnage, le faux pêcheur plaisancier qui revend, mais qui est considéré comme un pêcheur plaisancier car il n'est pas encarté comme un pêcheur. Et donc, il s'agissait de trouver des moyens, et le permis était évidemment une fausse bonne idée. Mais je vois réapparaître la question du permis dans un but tout à fait louable, car il s'agit de trouver, d'assurer quelques ressources pour les aires marines protégées qui en ont bien besoin. Et je vois réapparaître ça dans une proposition de Madame Gaillard, députée, je crois, des Deux-Sèvres. Et cette fois-ci, le permis n'arrivant que comme une source de revenus. Je crois que c'est très mauvais. Un permis, c'est pas une source de revenus. Et à partir du moment où on a démontré que le permis était une fausse bonne idée pour la question de protection de la ressource, il ne faudrait pas inventer un permis qui serait vécu, évidemment et naturellement, comme une taxe de plus. Je crois que ce n'est pas le moment. Oui, non, mais tout à fait. Les chiffres qui ont été mis en avant démontrent le poids et l'importance de cette filière, son poids économique. C'est extrêmement important de le mettre en avant, parce que d'abord, il est, de mon point de vue, insuffisamment connu. En même temps, il démontre aussi une force. Hein. La force, c'est le poids économique de la plaisance et de la pêche de loisirs. Je pense qu'un des enjeux, puisqu'on a parlé un peu de fiscalité, ce n'est pas de dénoncer à tout va des fiscalités trop lourdes. La fiscalité est nécessaire, l'impôt est nécessaire, il faut qu'il soit équilibré et juste. La question qui se pose sur le fond, c'est de ne pas considérer uniquement les plaisanciers comme des contributeurs, ceux qui remplissent les caisses de l'État, mais comme des acteurs et des citoyens. Alors acteurs, c'est en les associant à l'ensemble des démarches, des problématiques et des réglementations qui peuvent se mettre en place. Il me semble que les différentes fédérations en ont fait déjà la démonstration, ont fait la démonstration de leur capacité à formuler un certain nombre de propositions tout à fait innovantes et tout à fait intéressantes dans le sens de la protection de la ressource. Donc à les considérer avec équité comme des acteurs et des citoyens à part entière, capables aujourd'hui d'influencer les politiques publiques ici en France et au plan européen. Je crois que nous aurons l'occasion pendant ces 2 jours d'y revenir. Il me semble bien que quand on écoute les acteurs, on fait beaucoup d'économies dans tous les sens. L'autre élément important, c'est sortir de cette dualité fiscalité économique pour entrer dans des problématiques extrêmement importantes qui sont celles de la protection de la ressource et des bonnes pratiques. Voilà des fédérations qui font des propositions dans ce domaine-là. Je pense qu'on va y revenir pendant ces 2 jours, très très largement. Mais moi, je voulais le souligner parce qu'il n'est pas commun qu'à la fois des acteurs du développement économique se préoccupent autant de l'avenir de la ressource et autant des pratiques qui y sont liées. Donc le GIFAP, c'est le groupement de l'industrie française. Monsieur Perrodi, tout à l'heure, vous remontiez dans le temps, il y a 50 ans, nous y voilà. Le GIFAP a été créé dans les années 50. C'est un syndicat professionnel qui réunit l'ensemble des industriels et des fabricants, qui à cette époque-là, dans les années 50, représentait beaucoup d'entreprises, plus de 150 entreprises en France. Aujourd'hui, c'est des grands groupes. Donc là, je dirais, le schéma de l'industrie s'est beaucoup transformé et représente actuellement à peu près 850 millions d'euros, qui sont donc principalement du matériel de pêche, mais aussi tout ce qui est presse et un peu de tourisme pêche avec le nouveau métier que représentent les guides de pêche.
Ce marché suit l'actualité, bien sûr, et aujourd'hui perd un petit peu entre 3 et 4% de chiffre d'affaires par an. Donc ça veut dire que c'est une activité qui est sensiblement à l'équilibre. Et la pêche en mer, que nous connaissons tous aujourd'hui, est quand même extrêmement liée à la météo. Et c'est vrai que c'est un élément au niveau des affaires qui se font qui est quand même important. Au niveau de la distribution, ça représente aujourd'hui 1200 points de vente répartis sur toute la France. Les premiers chiffres que je vous donnais, c'était des chiffres nationaux. Au niveau de la pêche en mer, on a aujourd'hui 300 détaillants qui sont répartis sur le littoral français, exclusivement dédiés à la pêche en mer. Et sur les 850 millions de chiffre d'affaires, aujourd'hui, cela représente entre 25 et 30% dédiés uniquement au matériel de pêche en mer. Donc, ce qui est quand même extrêmement important et ce chiffre est en croissance, c'est-à-dire que la pêche en mer, le matériel dédié à la pêche en mer est en train de prendre un peu du marché sur la pêche en eau douce, qui aussi connaît, un nombre décroissant de pratiquants. En termes d'emploi, c'est 8500 emplois directs. Donc là, c'est aussi une filière relativement importante. Et là, je compte simplement les gens qui travaillent uniquement dans les fabricants, les magasins de pêche et les médias et un certain nombre de petits métiers. Mais c'est quand même quelque chose qui est quand même assez important. Autrement, au niveau des techniques, je dirais que la pêche en mer est en train un petit peu de porter vers le haut et de lever le niveau des chiffres d'affaires des entreprises. La pêche au leurre est la technique aujourd'hui qui est extrêmement en développement, à l'inverse de la pêche à la traîne qui connaît un déclin. Mais les raisons sont diverses, notamment par rapport au problème de la pêche au thon. Voilà, donc grosso modo, les différentes données au niveau de l'industrie. Les pêcheurs aussi, juste pour finir, les pêcheurs ont énormément évolué au fil des années, et je crois que M. Perrodi faisait allusion à tout ça. Aujourd'hui, un pêcheur en mer est beaucoup plus efficace que par le passé. C'est pas qu'il ait une meilleure aptitude, mais c'est qu'aujourd'hui, il a des outils qu'il n'avait pas par le passé. Alors, je pense d'une part au matériel, et je crois que les marques font au mieux pour apporter le meilleur matériel possible, pour diversifier les différentes techniques, mais aussi l'élément accastillage et électronique marine à apporter aux pêcheurs des outils qu'ils n'avaient pas. Et c'est vrai que les rendements aujourd'hui qu'il y a, même si les problèmes de ressources sont toujours extrêmement importants, mais aujourd'hui, les pêcheurs sont devenus beaucoup plus efficaces. Et par rapport à ça, la prise de conscience qu'ils ont au niveau des écosystèmes et de la nouvelle façon de relâcher son poisson, c'est quelque chose aujourd'hui qui se généralise, qui est venu de l'eau douce et qui se généralise en mer. Je crois que ce sont des éléments qui sont importants pour le futur de notre loisir. J'arrêterai là parce que je veux surtout, au niveau du timing, je sais qu'il est serré. Je vous remercie en tout cas. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Et j'espère vous avoir intéressé dans cette petite présentation. Merci. Nous avons 300 membres. Il y a 2900 entreprises en Europe, générant un chiffre d'affaires environ de 3 milliards. Mais si on ajoute tout ce qu'il y a autour, on peut parler de 20 milliards de revenus. Je vais directement sur les chiffres. Je pense qu'on génère aussi plus de 100 000 emplois au niveau de l'Europe. Donc, c'est très important de parler aussi au Parlement européen de ce qu'on représente. J'ai avec moi Yann Capel qui représente l'European Anglers Alliance, qui, eux, représente 3 millions de pêcheurs européens aussi. Et nous avons fait le choix, il y a 10 ans, de mettre nos moyens en commun. Et nous avons un bureau à Bruxelles que nous partageons, où il y a 2 personnes à Bruxelles. Et Yann a pris part activement à la réforme, au dernier CFP, la réforme des pêches, avec plus ou moins de succès. Le seul problème dont on souffre, c'est qu'au niveau de cette réforme des pêches, la pêche récréative n'est pas reconnue et n'est volontairement pas reconnue. Quand il s'agit d'être taxé, on est reconnu. Quand il s'agit d'avoir la parole, on n'est pas reconnu. Et ça, c'est un geste aussi à nos députés européens qu'on voudra annoncer. On a les mêmes combats un peu que vous avez. Et je pense que la pêche est une rare industrie où l'intérêt écologique découle directement sur un intérêt économique. C'est-à-dire si nos eaux sont propres, si nos eaux sont claires, si notre ressource est bonne,
ça fera des pêcheurs, à la main de chaque pêcheur, il y a une canne et un moulinet, et ça fera du chiffre d'affaires pour l'industrie, pour nos emplois en France. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire encore de ce côté-là. Je voulais aborder deux thèmes qui sont en résonance avec ce que j'ai entendu de mes collègues. D'abord, il y a la dimension tourisme, qui, à mon sens, doit se développer. C'est-à-dire, nous sommes porteurs, à travers nos activités de pêche, nos activités sportives, nos activités de loisirs, de tout un marché qui est en devenir, qui est bien celui du tourisme. Du tourisme. Je ne parle, bien évidemment, lorsque nous parlons de nos pratiques, nous pensons d'abord à nous en tant que pêcheurs ou sportifs déjà sur place, déjà propriétaires ou pas de bateaux, mais il ne faut pas gommer l'aspect attractif de nos activités qui provoque donc un déplacement de citoyens qui cherchent tout simplement du loisir et des vacances. Et donc derrière tout ça, il y a un atout économique majeur. Donc ne pas gommer, ne pas oublier le secteur du tourisme qui, à notre sens, doit se développer. Le deuxième thème sur lequel je voulais réagir, c'est le vieillissement, dont l'inquiétude de Gérard Daboville. Nous pensons que justement, nous pouvons être vecteurs de rajeunissement. Pourquoi ? Parce que nos activités sont des activités qui s'inscrivent dans les sports de pleine nature. Les sports de pleine nature. Et les sports de pleine nature, c'est quelque chose qui est assez étudié, notamment à travers le ministère des Sports ou le Comité national olympique et sportif français. Les sports de pleine nature, justement, sont à l'heure actuelle attractifs pour une population jeune parce que ça s'inscrit dans un terme un petit peu de technocrate qui s'appelle les pratiques transmodernes. Effectivement, le besoin d'une population jeune, c'est une espèce de retour vers des valeurs fondamentales, vers la nature, à travers du sport, à travers des activités où ils sont en prise avec les éléments naturels, au détriment peut-être des activités sportives où on est enfermé en salle, hein, justement. Donc là, il y a un vecteur de rajeunissement de nos activités, sans compter que dans les sports de pleine nature, ces populations jeunes vont rencontrer l'une de leurs préoccupations sociétales, c'est bien le développement durable, le respect de l'environnement, le retour vers la redécouverte plus exactement des animaux, de la flore, de la faune, des éléments. Et donc je crois, et je voulais insister là-dessus, que justement, il y a là un vecteur de rajeunissement de nos pratiquants. Voilà. Quand on parle de bateaux, il y a les bateaux à voile sur lesquels on est fort occupé et les bateaux à moteur sur lesquels on est moins occupé. Et donc, pratiquement tous les possesseurs de bateaux à moteur, je crois que c'est plus de 95%, avouent pratiquer la pêche au moins à titre occasionnel. Et un certain nombre, alors je crois que c'est une trentaine de pourcents, pratiquent la pêche en mer de manière sérieuse. Donc, c'est une filière qui est très, très associée évidemment à la pêche. Et je vais vous donner un petit peu les chiffres de la filière, qui sont des chiffres relativement connus et importants. Donc, la filière des industriels nautiques français, qui représente une trentaine de catégories d'entreprises, entre le tourisme, la pêche, les constructeurs de bateaux, bien sûr, les distributeurs, les importateurs, représente un total de 5070 entreprises en France. Alors, derrière ce chiffre, il y a une grande disparité de types d'entreprises, puisque nous avons 10% de ces entreprises, même pas, moins de 10% qui sont des très grandes entreprises et dont vous connaissez tous le leader qui est le groupe Jeannot Beneteau, qui est un très grand groupe. C'est un pôle d'excellence française. C'est un pôle d'excellence française après l'aéronautique qui emploie 41 000 salariés, malgré une baisse depuis la crise très sensible. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est presque un quart. 35% de ces entreprises sont des entreprises industrielles, 65% sont des entreprises de services, et le chiffre d'affaires généré par ces entreprises, le chiffre d'affaires direct, est de 4,6 milliards d'euros. Et le taux d'exportation de cette filière, qui est un taux record, et c'est très très intéressant pour la France, parce que le vrai vecteur d'enrichissement de la France, c'est évidemment la balance commerciale, c'est-à-dire tout ce que l'on vend plus que l'on ne consomme. Le taux d'exportation de cette filière est de 68%. Alors, c'est donc une filière lucrative qui emploie beaucoup de salariés, mais c'est une filière extrêmement fragile. Et si l'on est tout à fait conscient de la nécessité macroéconomique au niveau de la France de s'ajuster, et de s'ajuster notamment par la fiscalité, par les dépenses publiques, on est bien d'accord, on ne le conteste pas du tout. Par contre, on souhaite rappeler que l'achat du bateau, qui est le principal poste de dépense dans cette filière, représente le second investissement des ménages derrière l'acquisition de ce logement. Alors il vient chronologiquement après l'automobile
dans la séquence de vie. Par contre, en valeur, il représente le deuxième investissement et c'est surtout le premier investissement sans nécessité, c'est-à-dire totalement lié au loisir. Et donc, c'est une filière qui, à ce titre-là, est extraordinairement fragile, comme on l'a vu. À chaque crise, la filière peut voir une chute vertigineuse de son activité. Et donc, c'est une filière qui s'accommode extrêmement mal des inquiétudes et des ruptures fiscales. Donc, quand on parle d'évolution de la fiscalité, oui, c'est absolument nécessaire, mais il faut absolument, si l'on veut préserver cette filière, que ces évolutions se fassent très progressivement pour ne pas inquiéter ses pratiquants. Le deuxième aspect très important au niveau des acquisitions de bateaux, pas au niveau, tous les niveaux périphériques, c'est qu'un acheteur sur deux est quelqu'un qui est à la retraite ou qui va l'être très rapidement, parce que ça prend du temps, parce que ça représente à nouveau un investissement important que l'on a plus facilement en fin de carrière qu'en début de carrière. Et à ce titre-là aussi, donc les évolutions périfiscales sur les pensions de retraite, etc., sont un grand sujet d'inquiétude. Voilà. Après, quelle est la situation de cette filière à aujourd'hui ? Vous l'avez sans doute tous entendu. En 2013, nous pensons que la filière au niveau mondial a connu un point bas. Et nous pensons qu'elle va remonter dès 2014 en raison de l'évolution d'un certain nombre de marchés étrangers, comme les États-Unis qui avaient beaucoup souffert, qui reprennent, comme les pays des BRIC, les pays en voie de développement, qui continueront à avoir une certaine croissance de ce marché, même si elle baisse. Et puis, donc, il y a un certain nombre d'autres pays comme l'Allemagne et la Scandinavie qui reprennent. En revanche, en France, l'année 2013 est le point bas parce que c'est le point le plus bas aujourd'hui. Nous espérons évidemment que ça va se stabiliser à ce niveau pour l'emploi de cette filière. Elle a connu en termes d'immatriculation de bateaux neufs une chute de 24% sur la saison 2012-2013. Pour la saison qui s'ouvre, 2013-2014, nous constatons à l'issue des 2 premiers salons de Cannes et du Grand Pavois que le marché est plus actif en termes de consultation, de demande de devis. En revanche, pour savoir si en termes de vente et de nouvelles immatriculations, donc qui est l'instrument de mesure, on va retrouver une certaine croissance. Nous attendons en fait de voir le salon de Paris, puisque on le sait bien, les contacts se nouent dans les salons de début de saison et se concrétisent au salon de Paris ou dans le sillage du salon de Paris. Donc nous attendons ce salon pour avoir une prévision. Néanmoins, vous savez tous l'état du marché français global. S'il y a une remontée, elle ne sera pas violente. Alors sur le poids économique, d'abord je vais revenir un petit peu sur la critique qui a été faite sur l'étude qui est récemment parue. Bon, je comprends tout à fait, le côté un peu irritant qu'il y avait, en particulier dans la comparaison, qui n'est d'ailleurs pas du fait de l'Ifremer. C'est une comparaison qui est assez stupide, mais qui, à ma connaissance, a été faite par la presse. C'est vrai que si on prend l'échelle la plus basse, 15 000 tonnes, bon, Lorient, ceux qui connaissent le port de Lorient, vous savez qu'on y débarque de la langoustine, de l'anchois, de la lingue du Nord-Écosse, du Ouest-Écosse, du cabillaud de la mer Celtique. Bon, donc c'est toutes choses qui ne concernent absolument pas vos activités à vous. Donc déjà, la comparaison est assez stupide. Bon, si on veut aller encore plus loin dans la comparaison stupide par rapport à la pêche professionnelle, 15 000 tonnes, c'est ce que pêche un seul thonier seineur tropical dans son année. Voilà, donc mettons les choses... je ne pensais pas faire applaudir pour ça, mais... Voilà, donc alors le côté positif de la chose, c'est que je crois que M. Vermeulen l'a dit ce matin, c'est l'aspect constitution de données fiables et de partage de données, de partage des connaissances. Et ça, je pense que le côté, la fédération et le côté bien avancé maintenant d'un certain nombre de prises de conscience parmi vous, du fait qu'il faut déclarer, il faut savoir d'une manière ou d'une autre ce que l'on pêche, de manière à effectivement avoir une bonne information sur l'activité économique et sur ce qu'elle génère, et aussi sur le retour, c'est sur la qualité du milieu, la qualité des poissons et des autres animaux que l'on extrait de la mer, que ce soit du côté pêcheur professionnel ou pêche de plaisance. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. On est sur la bonne voie. Et de ce que j'entends, de tout ce qui a été dit ce matin et ce qui sera sans doute dit encore dans les 2 jours qui viennent, on est vraiment sur une bonne voie de prise de conscience et
nécessité de travailler ou d'avoir des loisirs dans un milieu stable, dans un milieu stable, en tout cas que l'on peut conserver et que l'on souhaite avoir une durabilité, encore une fois, que l'on pêche de manière professionnelle ou de manière de loisir. Voilà, donc sur le poids économique, ce que vous avez dit et ce qu'on a dit dans les différentes études économiques, le poids économique de la pêche de plaisance est du même ordre de grandeur et même supérieur au poids économique de la pêche professionnelle. Donc il est clair que ce n'est pas du tout négligeable. Voilà. Et alors, dernier sujet, je peux en parler de manière relativement libre. Dans le poids économique de la pêche professionnelle, il y a beaucoup de subventions. Dans le poids économique de la pêche de plaisance, à ma connaissance, il y a plutôt des taxes. Voilà. Très rapidement, un des aspects économiques majeurs aussi, dont on n'a pas parlé ou pas précisé, c'est que grâce à la plaisance, on a pu créer et entretenir des ports de plaisance. Et les ports de plaisance n'existeraient pas, bien entendu, s'il n'y avait pas de plaisanciers, c'est un pléonasme, mais nous les finançons à 80%. Et le reste, c'est des subventions qui viennent d'ailleurs de nos impôts. Donc je crois que ce poids économique est majeur. Et les ports de plaisance sont un atout touristique. Vous l'avez dit, le tourisme, c'est important. C'est un atout touristique. Ça permet aussi, autour des ports de plaisance, de développer des activités type restauration, hôtellerie, mais bien entendu, tout ce qui maintient l'activité de nos bateaux, c'est-à-dire les chantiers d'entretien, les shipchanders, etc. Donc le poids économique de la plaisance sur les ports de plaisance est bien entendu majeur et considérable. Je tenais à l'insister. Oui, j'ajouterais que grâce à la plaisance, on participe aussi dans une très grande mesure à l'entretien du littoral avec le Conservatoire du littoral, puisque vous le savez, le droit annuel de navigation et de francisation que payent les bateaux de plaisance, la plupart des bateaux de plaisance, au-delà d'une certaine taille, je ne rentre pas dans le détail, sert à alimenter de façon pérenne les caisses du Conservatoire du littoral. Voilà, droit annuel de francisation et de navigation qui d'ailleurs évolue de temps en temps. En général, on est consulté après coup quand c'est trop tard. Et actuellement, il y aurait beaucoup à dire dessus parce qu'il y a des effets de seuil considérables. Il y a un certain nombre de choses qui devraient être revues. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait d'actualité. Mais j'espère qu'un jour, on assistera à une réforme de ce DAFN qui le rendra, je dirais, plus supportable pour un certain nombre de bateaux qui, pour l'instant, se font un peu étrier. C'est pas une réaction, c'est plutôt pour renforcer le point de vue sur les ports et l'aménagement portuaire. Il y a des questions d'aménagement de territoire qui sont aujourd'hui posées. On a parlé du marché et puis un petit peu de sa fragilité. La question des places de port est une question centrale aujourd'hui. Et je pense que les maires et les responsables d'agglomération du littoral sont tous confrontés de près ou de loin à cette question. C'est une question d'aménagement, c'est aussi une question d'investissement extrêmement lourd, mais c'est aussi une façon de répondre à une demande qui aujourd'hui est extrêmement forte et extrêmement pénalisée par le manque de place.